photonique, l'optique et la photonique. Et la photonique est à l'optique ce qu'est l'électronique à l'électricité. Donc vous imaginez toutes les applications électroniques qui découlent de l'électricité. La photonique, c'est pareil. Elle est basée sur les principes fondamentaux de la lumière, donc de l'optique, en combinant ces principes fondamentaux avec l'ingénierie. À chaque fois, pour une application particulière. Par exemple, dans le domaine de la santé, lorsqu'on va chez le médecin, il prend des rayons X, c'est-à-dire pour voir s'il y a des problèmes d'eau, ou quelque chose comme ça. On prend des ultrasons pour regarder le fœtus, le développement du fœtus. On fait de l'imagerie, RMN, cerveau magnétique. Et donc, pour la médecine, la photonique est extrêmement importante. Par exemple, on peut imager des cellules, regarder le comportement des cellules. On peut développer des systèmes de diagnostic basés sur l'optique. On prend le Covid maintenant. Le Covid, il est basé sur ce qu'on appelle la PCR et l'ELISA. L'ELISA, c'est une technique qui est fondamentalement optique, qui est basée sur la fluorescence, qui te dit est-ce que le Covid existe ou n'existe pas. De la même façon, vous avez d'autres maladies, comme le cancer, la tuberculose, des choses comme ça. Donc la photonique permet le diagnostic de maladies. Et il y a aussi, sur le développement futur, elle permet de développer des techniques de thérapie, comme la photothérapie du cancer. J'expliquerai ça plus tard parce qu'on y reviendra. Il y a aussi la médecine régénérative, c'est-à-dire développer des technologies avec la photonique à l'échelle nano-micro pour essayer de faire de la médecine régénérative. Donc ça, c'est pour le domaine de la santé. Il y a principalement 5-6 domaines qui sont majeurs où la photonique apporte énormément. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, vous avez la dépollution de l'eau et le dessalement de l'eau. Vous avez, pour la dépollution, vous avez des techniques qui, basées sur la combinaison entre la lumière du soleil et la matière qui répond à la photonique pour casser les molécules qui salissent l'eau. Où vous pouvez régénérer l'eau en vapeur. Comme ça, on peut utiliser pour le dessalement de l'eau. Pour les énergies, il y a des technologies pour générer de l'hydrogène, c'est-à-dire casser de l'eau à partir des techniques photoniques. Casser l'eau et générer l'hydrogène. Il y a tout le domaine des énergies renouvelables, c'est-à-dire pour la photonique, si vous prenez par exemple la station de Ouarzazate, Nour 1, il y a les miroirs paraboliques. Ça, c'est pour chauffer, donc c'est produire de l'électricité en chauffant un liquide qu'on appelle liquide caloporteur. D'accord ? Il y a les panneaux photovoltaïques. Alors les panneaux photovoltaïques, ils sont utilisables dans le milieu rural ainsi que dans le milieu urbain. Donc l'énergie photovoltaïque, on peut l'utiliser dans le rural, par exemple, pour pomper l'eau, pour chauffer, produire de l'électricité, et ainsi de suite. Donc plusieurs exemples. Le poster, il montre un peu, c'est fait par la société américaine d'optique, c'est la société globale d'optique dans le monde. Il montre un peu quels sont les différents axes de l'utilisation de la photonique, de l'impact de la photonique. Vous avez ici les énergies renouvelables, vous voyez les panneaux photovoltaïques, donc c'est un axe qui est extrêmement important à développer. Et vous avez aussi les technologies de l'information dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la communication optique et puis il y a l'électronique pour le consommateur. Il y a les applications industrielles qui sont la découpe laser et puis la fabrication de pièces mécaniques de précision avec des technologies optiques. Il y a la médecine dont j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est des petites globules rouges, c'est des globules rouges sanguines et là c'est un virus
hein, tu sais, et qui attaquent les globules rouges. Nous, ici à Massir, on fabrique des structures 3D qui sont de l'ordre de la taille d'un globule rouge sanguin. J'en ai parlé tout à l'heure, mais pas en longueur. Et puis, il y a toutes les applications de la défense. Et ce que dit ce poster, il dit que le monde dépend de la photonique. Hein? Je pense que ce poster résume un peu, hein, l'importance de la photonique dans le monde, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et je dirais que tous les continents, ils ont créé une initiative de photonique, c'est-à-dire créer une synergie autour de la photonique. Et vous voyez les différentes possibilités. La photonique au service du développement découle de façon naturelle de ces axes, hein, des axes que je viens de citer, notamment l'environnement, les énergies renouvelables, les technologies de l'information, les applications industrielles, la santé et la défense. D'accord ? Alors j'ai énuméré un certain nombre d'exemples, je vais reprendre quelques-uns. Par exemple, pour les énergies renouvelables, vous avez l'application de l'énergie solaire dans le pompage de l'eau, hein. Et ça, c'est très important pour le rural et même pour le continent africain. Alors, vous avez des femmes qui vont aller pomper de l'eau, hein, puiser de l'eau dans des puits avec beaucoup de problèmes. Alors les énergies renouvelables, mettre quelques plaques solaires permet de pomper de l'eau, hein, en utilisant l'énergie du soleil renouvelable. On peut aussi amener de l'électricité gratuitement à certains foyers qui sont un peu dans des endroits qui sont un peu excentrés et enclavés. Ça, c'est des exemples. Et bien sûr, les énergies renouvelables, là où il y a énergie, les énergies renouvelables peuvent intervenir. Donc on peut à terme remplacer les fioul par les énergies renouvelables, Je donne par exemple un exemple. Créer des mini-centrales pour électrifier les villes. Et ça peut être fait par les énergies renouvelables. Et vous avez une usine qui consomme beaucoup d'électricité, et donc on peut réduire la facture électrique en mettant des panneaux solaires. On peut intégrer des panneaux solaires dans l'architecture, dans le bâtiment, c'est-à-dire soit au toit, sur les fenêtres, tout ça. Tout ce que je vous dis, chaque phrase contient un axe de développement énorme, et vraiment énorme. Donc j'ai au service du développement, il y a les énergies renouvelables, il y a la santé. La santé, c'est très important, tout ce qui est imagerie future, imagerie du corps humain, tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est thérapie. J'ai donné quelques exemples pour l'utilisation de la photonique dans la thérapie. On peut regarder, diagnostiquer des maladies avec des techniques photoniques. On peut aussi essayer de les guérir avec des techniques photoniques. Donc c'est très très important, hein. On peut faire des études fondamentales avec la photonique. Il y a dans le domaine de la biologie, la microscopie et tout ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au départ, mais la photonique, ces dernières années, chaque année après année, elle obtient le prix Nobel. Et le prix Nobel, ça veut dire que les applications vont venir dans une dizaine d'années. Donc c'est toujours comme ça. Hein? On est toujours dans l'impact de la photonique sur le social, hein. Et donc la défense est très importante, la souveraineté, c'est très important. Bien sûr, je viendrai à la formation plus tard parce que je pense que c'est un point qui est important. L'agriculture, hein, notre pays est un pays agricole. Donc, introduire des techniques qui peuvent réduire le coût de revient pour les agriculteurs, les investisseurs dans ce domaine est très important. Aider à la main-d'œuvre. Donc, je pense que toutes ces applications de la photonique sont très très importantes et peuvent réduire les coûts et augmenter le bénéfice et donc améliorer
le niveau de vie des citoyens. De la photonique dans la transition écologique, clair, à travers les applications que j'ai citées tout à l'heure, qui sont dans l'environnement et les énergies renouvelables. Alors l'environnement permet de nettoyer l'eau, hein, dépolluer l'eau avec des techniques photoniques. Vous avez des nanoparticules de métal qui peuvent absorber de la lumière et donc casser les molécules qui salissent l'eau. Vous pouvez recycler l'eau, vous pouvez créer de la vapeur d'eau à travers des techniques optiques. Les techniques optiques, vous pouvez aussi... la transition écologique, c'est à travers les énergies renouvelables. Et donc, j'ai parlé des énergies renouvelables tout à l'heure, le CSP, le photovoltaïque, l'éolien, tout ça, c'est les énergies renouvelables sont extrêmement importants et c'est un très, très, très grand avenir. Donc, le développement écologique et la préservation de l'environnement est très importante. La photonique apporte et peut apporter beaucoup à l'agriculture. Tout à l'heure, j'ai brièvement mentionné quelques applications, par exemple le suivi des cultures, l'estimation des rendements agricoles, le suivi du stress hydrique et du stress biotique. Alors pour les initiés, le stress hydrique, ça veut dire là où il n'y a pas assez d'eau. C'est-à-dire il faut mettre un peu plus d'eau. Il ne faut pas irriguer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agriculture intelligente. C'est-à-dire on ne va pas arroser tout le terrain alors qu'il n'y a qu'une seule partie du terrain qui a besoin d'eau. Donc on va aller regarder là où il y a le plus de manque d'eau et on va le mettre. La même chose pour les pesticides. La même chose pour les maladies. Alors c'est-à-dire toutes les plantes ne sont pas malades, il n'y a que quelques-unes qui sont malades. Donc on va aller adresser cette région-là. On peut aussi regarder la fertilité du sol. C'est-à-dire on peut mettre sur un tracteur un spectroscope et puis regarder le sol, quels sont les nutriments ou les éléments qui manquent. Et on va aller les rajouter. D'accord ? Donc et puis il y a des techniques aussi des spectroscopies atomiques. On peut regarder même s'il y a des atomes qui manquent ou des éléments qui manquent dans le sol, dans certains endroits, et localiser. D'accord ? Et c'est très très important. Donc ça, c'est l'application les applications de la photonique dans l'agriculture. Et ça peut améliorer le rendement, réduire le coût, aider les agriculteurs, faire des prévisions, améliorer le business avec l'étranger. C'est-à-dire, moi, je prévois que sur des données précises, scientifiques, je prévois que mon activité va produire tant d'agrumes, par exemple, dans le temps voulu pour la commercialisation, alors que maintenant, je ne suis qu'au début du bourgeonnement des arbres. Voilà, donc c'est un peu ça l'apport de la photonique à l'agriculture. En ce qui concerne notre centre de photonique à Massir, donc on travaille sur les innovations qui sont dans les axes dont je viens de citer. Je vais commencer par l'agriculture de précision, comme j'ai fini par l'agriculture de précision. Donc nous développons des technologies, bien sûr, photoniques. Je vais dire le mot technique, c'est le LIDAR. Le LIDAR, c'est l'équivalent du radar, mais qui utilise un laser. Alors cette technologie LIDAR, et puis aussi équipée avec d'autres capteurs, des caméras hyperspectrales, c'est-à-dire il y a plusieurs longueurs d'onde, des caméras multispectrales, où il y a un certain nombre de longueurs d'onde choisies, permettent de donner une idée sur tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la cartographie des champs, le suivi des cultures. Est-ce que, par exemple, si on prend le blé, est-ce qu'il a grandi assez ou pas ? Est-ce qu'il y a assez d'eau, le stress hydrique, s'il y a assez d'eau ou pas dans certains endroits ? Et est-ce qu'il y a du stress biotique, c'est-à-dire est-ce que des plantes sont malades ou pas ? C'est pour pouvoir faire un diagnostic. Et dans ce cadre-là, nous avons un gros projet avec l'OCP pour essayer de développer ces technologies pour l'agriculture de précision.
Donc ça, c'est l'axe agriculture qu'on développe. Et on développe aussi des spectros pour aller regarder ce qui se passe dans le sol. Des spectros si vous voulez, embarquer sur des tracteurs, hein, qui sont à proximité du sol, qui peuvent nous dire s'il y a des éléments qui manquent ou pas, et pour pouvoir pallier à ça. Hein. On travaille aussi sur de la spectroscopie sur les pesticides, hein, et puis sur les fertilisants. Tout ça, c'est de la technologie optique qui est hautement technique, mais qui aussi peut nous renseigner sur les fertilisants, le manque des fertilisants, ainsi de suite. Il y a aussi des technologies qu'on développe qui sont basées sur l'estimation des rendements agricoles. Et tout ça, c'est basé sur des technologies photoniques. Donc vous voyez le nombre d'axes que j'ai brassé dans les technologies que nous développons ici à Masser. Alors ça, c'est l'axe agriculture. Il y a l'axe santé. Maintenant, avec le Covid, nous développons des techniques de diagnostic du Covid optique, c'est-à-dire basées sur la spectroscopie, hein, en utilisant des techniques basées sur la spectroscopie exaltée. Hein, c'est-à-dire, on a des technologies pour pouvoir exalter le signal dans certains endroits et dire voilà, le Covid existe ou pas. Ça, c'est juste un exemple, mais c'est des techniques qui peuvent être, si vous voulez, élargies à d'autres types de maladies comme la tuberculose ou le cancer, et ainsi de suite. Un deuxième axe sur lequel on travaille dans le domaine de la santé, c'est le développement de nanoparticules de métal, en particulier l'or. Ces nanoparticules vont aller s'accrocher spécifiquement sur des molécules de cancer. Alors ces nanoparticules vont être chauffées à l'aide de la lumière, de longueur d'onde particulière, qui a une couleur particulière. Et lorsque ces nanoparticules sont irradiées avec cette lumière de couleur particulière, elles vont chauffer localement et donc elles vont détruire le cancer. En jargon médical, on appelle ça, c'est la photothérapie du cancer. Dans le domaine du médical toujours, on développe des capteurs hautement sensibles. Des capteurs ou, je ne sais pas, un autre nom, capteur, ou des éléments qui peuvent diagnostiquer aussi des maladies à des concentrations très faibles, c'est-à-dire à des débuts de maladies. C'est-à-dire on peut prévoir les maladies en utilisant ce genre de capteurs. Et ça, c'est des techniques optiques extrêmement sophistiquées et il y a toute une ingénierie à faire. Comme je l'ai dit, la photonique, c'est le mélange, si vous voulez, intelligent des sciences de l'optique, hein, fondamentale, avec de l'ingénierie adaptée à tel ou tel domaine. On travaille aussi dans le domaine de la régénération de tissus biologiques. Et ça, vous allez me dire, qu'est-ce que la photonique a à faire dans ce domaine-là? Je vais vous dire, parce que la photonique permet de fabriquer des squelettes sur lesquels ces tissus peuvent croître. Hein. Et ces squelettes, on le fait avec la technologie photonique, entre guillemets, nanophotonique. Donc on peut fabriquer des squelettes 3D, tridimensionnels, avec une précision allant jusqu'à 100 nanomètres, c'est-à-dire 1/10 du micron, et le micron, c'est le 1/1000 du centimètre, du mètre, et donc 1/100 du centimètre. Voilà. Et donc ça, c'est pour le domaine de la santé. Donc j'ai mentionné l'agriculture, la santé, les technologies de l'information. Hein. Les technologies de l'information, on travaille sur le stockage optique des matériaux, c'est-à-dire on développe des matériaux qui sont sensibles de stocker l'information optique. C'est-à-dire lorsque ils viennent en contact de la lumière, ils changent de propriété, hein, optique, et donc on peut stocker l'information sous forme de points optiques. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut essayer de stocker, on peut aller vers des terabits, c'est-à-dire 10 puissance 12 bits,
par centimètre cube. C'est-à-dire vous prenez un tout petit un élément qui peut stocker la lumière, qui est de l'ordre d'un centimètre cube, hein, de volume. C'est un petit sucre. Et dans ce centimètre cube, vous pouvez enregistrer ce qu'il y a dans la bibliothèque nationale qui est qui est à côté de la fac centrale. Donc ça, c'est l'autre volet. Donc, et puis aussi, on travaille sur la, la- la fabrication de, de, de prototypes mécaniques, photoniques 3D avec une très grande échelle. Ça, c'est de la photonique. Pour l'environnement, donc ça, c'est aussi un grand axe sur lequel on travaille. On travaille dans le domaine des énergies renouvelables et donc photovoltaïques. On travaille sur le développement, la technologie des cellules. C'est-à-dire on sait comment fabriquer des cellules innovantes, moins chères que ce qui existe dans le marché et aussi efficaces que celles qui existent dans le marché. Nous avons aussi un savoir-faire pour tester les panneaux solaires dans un environnement réel. Et dans ce cadre-là, nous avons des projets européens avec des partenaires, je ne sais pas combien de partenaires, peut-être plusieurs dizaines de partenaires en Europe, en particulier pour les projets européens, et des fois même en Afrique, hein, parce qu'il y a des projets qui lient l'Afrique et l'Europe, et dans ce cadre-là, c'est là où c'est dans ce cadre qu'on agit nous-mêmes. Et donc, les énergies renouvelables sont très importantes. Et puis, on a la technologie, mais aussi, on essaie de regarder quel est le rendement et l'utilisation des panneaux solaires dans, par exemple, le pompage de l'eau dans le monde rural et le rendement dans une ville, dans un truc urbain. Mais il y a énormément de projets sur lesquels on pourrait travailler, hein, c'est-à-dire travailler sur des chargeurs de voitures, travailler sur des chargeurs d'ordinateurs, ainsi de suite. Ce n'est pas limité, hein, c'est la limite. Et on travaille aussi sur on a un projet pour la production d'hydrogène, c'est très important. Et on travaille sur ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais ça, c'est le domaine des énergies renouvelables. L'autre axe, on a des projets aussi avec la défense. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et dans ce cadre, on a des consortiums avec les Japonais aussi. On est un jumelage avec le centre de photonique au Japon, ce qui est le meilleur au Japon. Et on est dans un réseau japonais. On travaille sur des technologies futures avec les Japonais. Ce que je voudrais dire, c'est à propos des projets. Alors, tous les projets sur lesquels on travaille, ce sont des projets clients qui sont financés par des acteurs socio-économiques. Par exemple, le stockage optique de l'information et les énergies renouvelables, le photovoltaïque organique, ça c'est un peu le jargon scientifique d'IENA, parce qu'il y a une photovoltaïque organique et inorganique. Alors le photovoltaïque organique, il est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur marocain. Alors, on est très content d'avoir reçu ce financement. Et aussi le projet sur le stockage optique de l'information. Ces deux projets ont suscité l'intérêt du ministère, qui ont été financés il y a quelques années par le ministère lui-même à hauteur de à peu près 8 millions de dirhams. Et ça nous a permis de financer les recherches, de former des doctorants dans le domaine de la formation très importante, je vais y venir plus tard, et d'asseoir cette technologie, de les introduire au Maroc. Hein, donc ça, c'est les projets qu'on appelle PPR du ministère, et aussi les projets de l'Union européenne. Toujours dans le domaine du photovoltaïque, on a reçu de l'Union européenne 4 projets dans le domaine des énergies renouvelables, et notamment les couches minces photovoltaïques. Donc on a reçu un premier projet qui s'appelle FP7, qui a duré 4 ans. Je pense qu'il a été clôturé il y a quelques années. Sur ça, on a participé aussi à un autre projet de formation
de master dans les différents domaines d'énergie renouvelable avec l'Université Mohammed V de Rabat, dont je fais partie. Et après, il y a eu donc deux autres projets. L'un, c'est qui s'appelle Infinite Cell, c'est la technologie de la cellule. Et le Super PV, c'est tous les modules. D'accord? Le module entier. Alors, ces projets européens sont faits avec un consortium, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, des partenaires en Europe et en Afrique. Alors, les partenaires européens existent en France, en Espagne, en France par exemple le CNRS, quelques universités aussi, l'Espagne, l'Institut de Catalogne sur les énergies renouvelables, l'Université autonome de Madrid, d'autres partenaires en ça, le Portugal aussi, l'Allemagne, le HZB et d'autres instituts, et même des pays qui étaient ex-Europe de l'Est, qui font partie de l'Union européenne, comme la Lituanie, comme beaucoup d'autres pays qui travaillent avec nous dans le domaine des énergies renouvelables. Et nous avons pu brasser des montants qui sont très conséquents pour pouvoir former les jeunes Marocains sur la technologie des énergies renouvelables, donc de la cellule, le savoir-faire, les modules, les tests, tout ce qui est lié, tout ce qui est en relation avec les énergies renouvelables. Et nous continuons à monter des projets européens. Donc nous avons eu 4 projets européens l'un sur l'autre, et même avec des partenaires au Maroc. Je cite Irizen, par exemple, qui sont nos partenaires au Maroc. Et voilà, l'Université Mohammed V, Massir. Et donc ça, c'est les partenaires. En Afrique, nous avons ce qu'on appelle l'African Laser Center. C'est un centre qui est sans mur. On reçoit les partenaires africains et on envoie les étudiants et les chercheurs marocains. Donc ça nous permet de travailler ensemble et de créer une dynamique de recherche pour le continent. Et Massir, il est vice-président de l'ALC. Avec les Japonais, donc l'Université d'Osaka nous a financé un projet sur 3 ans avec des montants conséquents. Et avec l'Université d'Osaka, on travaille aussi sur les matériaux futurs, les matériaux intelligents, les technologies photoniques pour l'imagerie médicale, et ainsi de suite. Aux États-Unis, nous organisons une conférence tous les ans à San Diego, sous la coupole d'une grande association scientifique savante, qui est le SPI, le SPIE, la OSA, la Optical Society of America, et le SPI. En Afrique, nous faisons partie de l'African Academy of Sciences. Donc, il y a une dynamique, si vous voulez, internationale autour de la photonique, ici au Maroc, et donc en particulier à Massir. Et ça me ramène au point de la formation des étudiants et des chercheurs. Et ça nous permet d'envoyer les étudiants se former. Nous les formons ici même. Donc c'est une dynamique de formation des étudiants, se regarder et puis apprendre des autres et puis transférer le savoir. Dans notre centre, nous avons formé, je pense, pas moins de 15 doctorants, certains dans les différents domaines que j'ai cités. Certains ont eu leur doctorat, ils travaillent avec nous, c'est-à-dire on forme la relève. Et former la relève, c'est extrêmement important pour le pays. Donc la formation est extrêmement importante. Donc on récupère les étudiants qui sont motivés pour travailler dans ce domaine. Et on les forme, et puis on leur passe le relais. Et c'est à eux de continuer à lever le drapeau de la science dans notre pays.